Bonsoir, bon dimanche, heureux de vous savoir toujours aussi nombreux pour cette émission. L'édition de ce soir, 17 décembre 2023, sera une forme de bilan rétrospective de l'année écoulée 2023 et qui c'est peut-être perspective 2024. Avec l'invité de ce soir, nous allons donc reparcourir les grandes lignes, les grands traits de la vie politique, socio-économique également, et qui s'est peut-être sortive du Cameroun en jetant surtout les bases de ce qui pourrait être l'année prochaine. Saint-Éloi Bidoum est un ancien adjoint au maire de Yaoundé 6. Nous sommes dans la capitale politique. Il a flirté, il flirte avec le journalisme. Il a été cadre au RDPC, finalement exclu. Cet homme politique a également créé son parti politique. On en parle d'ailleurs avec l'intéressé ce soir. Bonsoir Saint-Éloi. Bonsoir, Monsieur Dupita. Merci infiniment d'être parti de Yaoundé spécialement pour cette émission. C'est moi qui vous remercie pour au moins deux raisons. Face à l'actu est une émission qui fait rêver tous les habitués des plateaux de télévision. Merci. Et dans mon escarcelle de débats juridiques et de débats, je n'avais pas face à l'actu dans mon escarcelle. Et maintenant que c'est fait, je crois que en m'invitant, vous avez pensé que je pourrais être à la hauteur des attentes, surtout que nous sommes en fin d'année et que l'année 2023 aura été suffisamment riche pour en matière d'actualité. Et j'ai l'ainsi l'honneur de venir commenter ces actualités. J'espère que je serai à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs. Évidemment que la pertinence de vos analyses fait partie des critères qui permettent qu'on puisse inviter un invité de votre calibre. Merci encore d'être avec nous. Je rappelle que l'émission également, c'est l'occasion de revenir sur quelques traits de l'actualité de la semaine, tels que traités relatés par la rédaction de SCV. Vous le savez, il y a eu des nominations au niveau du ministère de la Défense, notamment au niveau du tribunal militaire et dans les services centraux. On va également parler de la création du GECAM, cette organisation patronale nouvellement née ou alors venue après la dissolution ou la fusion-absorption, selon ce qu'ils vont dire là-bas, du GICAM et de ECAM, deux autres mouvements qui se sont mis en un. On va parler de la convention au niveau du ministère des Finances avec la Caisse de dépôt et de conciliation et de bien d'autres sujets qui c'est peut-être l'inauguration ici à Douala de la maison du Palais de la Culture, Sawa. Alors, Saint-Éloi, avant peut-être d'aborder tous ces sujets, je serais bien curieux de vous demander, vous qui avez fait vos études en France, en Europe, je veux dire, a priori, vous auriez pu, après vos études, continuer là-bas, vous faire peut-être une vie autre que de revenir au Cameroun. Vous avez eu certains camarades qui vous ont marqué dans ce parcours-là, qui sont peut-être aujourd'hui des hommes en vue, des hommes politiques, des hommes de la société civile et autres. Je suis parti du Cameroun avec une bourse de l'État du Cameroun pour faire des études de droit notarial. Et je me suis retrouvé inscrit à l'université de Reims en faculté de droit et sciences politiques. Et je suis sorti de cette université avec un troisième cycle en droit et sciences politiques. J'ai continué à Paris aux études internationales où j'ai fait un DSS de diplomatie et administration des organisations internationales. Bon, c'est vrai que j'ai poursuivi mes activités politiques parce qu'avant d'aller en France, j'étais déjà... une forme d'activiste? Non, j'étais déjà élu dans le parti. Le parti à l'époque, c'est-à-dire que je partais de l'UNC, qui devenait le RDPC, et j'étais président de la cellule de Mélène 3A. Donc, j'avais postulé au poste de président de la 5e sous-section. C'était une grande structure à l'époque. Et je suis allé. Je suis devenu président de la sous-section de Reims et nous avons mené des activités politiques en 1990 au moment des ouvertures démocratiques. Ça n'a toujours pas été facile. Là où j'ai rencontré Pascal Charlemagne Messanga Yamding,
nous étions tous les deux en 96 candidats à la présidence de la section de France. Et comme d'habitude, le RDPC avait suffisamment bien manœuvré, bien huilé pour imposer quelqu'un qui n'a... Ça, c'est le mauvais perdant qui parle ou alors Non, pas du tout. Je voudrais dire que les pratiques d'aujourd'hui ne sont pas nées aujourd'hui. Ça se faisait déjà par le passé, parce que c'est lui qui était devenu président de la section de France, était un illustre inconnu. Bon, quel intérêt le RDPC avait-il à choisir Messanga Nyamding et pas vous? Vous étiez déjà non, militant. Ce n'était pas Messanga Nyamding. Ah d'accord. Messanga Nyamding n'avait pas été choisi. C'est un certain Essonou qui avait été choisi, qu'on avait imposé dans la nuit et qui est arrivé avec des financiers et des gros financiers, puis qui avait garé complètement la section de France. Et ils étaient en mission. Donc, Pascal Messanga Nyamding, que j'ai connu l'ambassadeur du Cameroun à Paris, Ekoumou André Manius, qui était un aîné à l'université de Reims. J'ai connu le professeur Pekassa Ndam, qui est conseiller technique du Premier ministre. Toujours est-il que nous avons pu faire triompher les idéaux du RDPC à l'époque. Dans cette autre vie-là. Alors, cela dit, vous décidez de revenir au Cameroun. Je décide de rentrer au Cameroun parce que du jour où je suis parti en France, quand je suis arrivé, j'ai été hautement déçu. J'avais pensé que la France était un paradis, mais je me suis rendu compte très rapidement que la France était déjà à cette époque une orange sans jus. Donc, je m'étais promis que quand je finirais mes études, et d'ailleurs ça faisait partie des engagements que nous avons signés avec l'État du Cameroun à l'époque, que quand on finirait nos études, l'État allait nous embaucher. On signait un engagement décennal. Malheureusement, c'est la période où le Cameroun a eu énormément de difficultés pour absorber tout ce qu'il avait formé. Mais moi, je m'étais toujours dit que mon avenir, compte tenu de mes ambitions, mon avenir se jouerait au Cameroun. Mais vous n'avez pas été recruté à la fonction publique ou dans un... Non, pas du tout. Dans une institution... Non, pas du tout. Pas, parce que à l'époque, quand je rentre, l'État ne recrute plus. D'accord. On ne recrute plus, les recrutements sont arrêtés. Je fais partie de ce qu'on pourrait appeler la génération des sacrifiés. Je ne suis pas seul, on est nombreux qui ont même fait de grandes écoles au Cameroun. Je pense à mon camarade et ami Pascal Mouyoutou, qui est un ingénieur sorti de Polytechnique à l'époque, en 1987-88, qui n'a pas pu travailler. Je pense à un jeune pomme qui était aussi polytechnicien, des gens qui n'ont pas pu travailler parce qu'on ne recrutait plus. Donc, mais toujours est-il que les choses étaient un peu difficiles à l'époque, et quand on a décidé de recruter, vous savez comment les choses se passent. Ça se passe comment? Il fallait avoir une béquille. Il fallait bien que quelqu'un vous prête une béquille, surtout que nous étions partis pour être des hauts cadres de la nation. On nous a maintenus en réserve de la République, peut-être parce que ceux qui étaient censés pouvoir nous aider à arriver à quelque chose se sentaient menacés aussi, quelque part. Donc, c'est un peu ça. Et c'est ce qui justifie votre engagement en politique. Comment vous franchissez le pas? Qu'est-ce qui vous décide à ce moment-là, du moins, une fois revenu au Cameroun, de vous réengager, si je peux dire ainsi, dans la vie publique, dans la vie politique? J'ai toujours eu de grandes ambitions politiques. Ah, vous prenez à vous emprunter à... Vous empruntez à quelqu'un d'autre? Non, l'expression est de moi. Non. C'est moi qui ai prêté cette expression. On peut aller à l'OAPI, vérifier cela? Non, nous allons y revenir. Mais toujours est-il que j'ai toujours eu de grandes ambitions pour le Cameroun. Et je me souviens toujours, mon père nous entretenait tous les vendredis. Et un jour, mon père a demandé à chacun de ses enfants, il avait 58 enfants pour 6 femmes, et il demandait à chacun des enfants, qu'est-ce que toi tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que toi tu veux faire dans la vie? Et j'avais à peine 10 ans. Et j'avais dit à mon père,
je vais être Ijo. Et mon père a perdu, il a perdu sa langue, puisqu'il a demandé, vous savez, de façon naïve, le régime était tellement répressif que mon père a demandé à un de mes frères aînés, est-ce que tu as compris ce que ton frère a dit? Il a dit oui, il a dit qu'il veut être Ijo. Il lui a dit, tu n'as rien entendu. Ne répète jamais ça. Et d'ailleurs, allez voir s'il n'y a pas quelqu'un aux fenêtres. Donc votre papa se sentait en insécurité. Oui. Et mon père travaillait à la présidence de la République, au service le plus répressif à l'époque, à la défense nationale. Donc, vous comprenez, à partir de cet instant, il était déjà en insécurité. Donc, j'ai toujours eu un amour et une affection particulière pour la politique parce que je me suis dit toujours que qu'est-ce que les autres ont fait pour avoir plus de mérite pour être ce qu'ils sont. Alors ils se sont engagés en politique, pourquoi pas moi? Bon, malheureusement, on connaît des fortunes diverses, mais je suis rentré au Cameroun, je suis rentré dans mon comité de base d'origine, j'étais porté à la délégation des organes inférieurs, à la section RDPC la même année, et au prochain mandat, j'ai été porté au poste de secrétaire général, la section RDPC du FUNDICIS. Par le hasard des choses, la force des choses, la volonté de Dieu, certainement, je suis devenu président de la section RDPC du FUNDICIS, du fait de la mort du président et du vice-président. Donc, au niveau le plus élevé, j'ai servi le parti. On peut peut-être me reprocher d'être très ambitieux, mais je dis que à l'époque, vous voulez peut-être être à Ijo, et puis avec le changement de régime, vous avez rêvé de Biya. Quand on a déjà été président de section, c'est le niveau le plus élevé d'une élection dans ce parti. Il ne me reste que quoi. D'accord. On va revenir peut-être explorer vos difficultés, et puis jusqu'à l'exclusion que vous avez connue au sein du parti. Le temps pour nous de prendre peut-être le premier reportage de ce soir. Et on va retourner à Yaoundé, notamment au tribunal militaire, pour voir en quelques mots, quelques lignes, les mouvements qui ont été faits là-bas cette semaine par des décisions de haute importance. Suivez plutôt. La nomination d'un nouveau vice-président et juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé rappelle à plus d'un la dernière actualité sur l'affaire Martinez-Zogo. Après la libération avortée de Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko, deux des inculpés dans cette affaire, des sources proches du dossier expliquent que le décret de nomination de ce 13 décembre 2023 confirme l'authenticité de l'ordonnance de libération. Le juge d'instruction, Sikadi Florent Aimé, est toujours à la charge de cette affaire selon cette source interne. Dessaisir le lieutenant-colonel Sikati de ce dossier peut induire un recommencement des procédures. Des sources qui constatent malheureusement et le dénoncent la présence de l'exécutif dans ce dossier. Il faut le savoir, le chef de l'État a signé ce 13 décembre 2023 des textes portant nomination des responsables au ministère de la Défense. L'inspecteur-colonel Sipa Didier à l'inspection générale des armées, le colonel magistrat Ndiofak Sylvestre à la direction de la justice militaire, le lieutenant-colonel magistrat Nzie Pierrot, vice-président et juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé, le chef d'escadron magistrat Kep Kone Emmanuel, président du tribunal militaire de Marois, et au tribunal militaire de Boya, le commandant magistrat Atemenge Omba André est le nouveau commissaire du gouvernement. En 2 ou 3 minutes, mais le temps pour nous, c'est peut-être de refaire un peu votre parcours politique. Et on parlait de difficultés que vous commencez à avoir une fois engagé, militant, et votre parcours qui a quand même un mérite, président de section, élu du peuple en tant qu'adjoint au maire à Yaoundé 6, du côté de Mélène, pour ceux qui connaissent bien Yaoundé. Et il y a cette étape au conseil de discipline du RDPC. Mais d'où partent vos premières difficultés? Mes premières difficultés partent de ma candidature à la présidence nationale du RDPC en 2011. Parce que je suis de ceux qui pensent que nous avons eu le privilège d'être allés à l'école en démocratie, à l'école de la démocratie. Nous avons vu comment
les choses... L'école de la démocratie au sein du RDPC? Non, non, non. Là où nous avons étudié, par exemple en France, et nous avons vu comment les partis sont gérés, comment les militants peuvent se comporter. Et moi, je ne suis pas entré au RDPC pour qu'on me posât une pierre sur la tête pour que je ne grandisse pas. Non, je pense que les tests de base du RDPC prévoient une élection du président, une réélection ou une élection du président national chaque 5 ans. Donc, à la suite d'un congrès. Et nous étions justement rendus à un congrès où j'ai pensé que je pouvais affirmer mes ambitions. Et de toutes les façons, l'occasion était donnée effectivement au président Biya de démontrer à travers ma candidature que le RDPC était un parti démocratique. Et je me suis donc porté candidat. J'ai saisi le secrétaire général du RDPC par voie d'huissier, parce que vous savez comment ça fonctionne un peu là-bas. On a trouvé que le moyen avait été musclé. J'ai donc été traduit d'abord pour la première fois au conseil de discipline en 2011 au niveau de la section RDPC à laquelle j'appartenais. Et on a essayé de me faire démissionner. Je n'ai pas cédé. Et d'ailleurs, le président Biya volera mon secours quand il déclarera au Congrès que on me reprochait d'avoir osé, pesez les mots, d'avoir osé me porter candidat contre le président Biya que l'ensemble des sections plébiscitent. Fermez les guillemets. Voilà le motif pour lequel je suis traduit au conseil de discipline en 2011. Et le président va rebondir en disant « Laissez la jeunesse oser ». Et parler de qui? Et parler de Saint-Éloi Bido. Pourquoi? Parce que le président, lui, l'avait déjà perçu que la politique est un jeu et tout ce qui peut permettre au parti d'être sorti grandi, surtout qu'il y avait de grands invités, le Parti socialiste français. Donc vous voulez dire que le président est mal entouré. Pourquoi lui, il le voit, il ne peut pas l'imposer, autour de lui, on vous sanctionne. Est-ce qu'il n'a pas son mot à dire dans ce cafouillage-là? Justement, il avait réagi, mais toujours est-il que j'ai été traduit au conseil de discipline. Et la deuxième fois où je suis traduit au conseil de discipline du secrétariat général du comité central du RDPC, c'est à la suite d'un acte démocratique. Parce que les tests de la République disent que tout conseiller municipal peut être candidat au poste de super-maire. Et effectivement, j'avais trouvé que les choses étant hautement verrouillées dans la République, que le président Biya, en demandant d'imposer la démocratie, voulait effectivement que de nouvelles personnes émergent. Absolument. Et je me suis trompé, parce que quand je suis arrivé dans la salle des élections, j'avais déjà annoncé ma candidature. On m'a dit que le RDPC a désigné un candidat. Alors, je me suis opposé à ça en disant que le président Biya a souhaité dans sa vie que l'histoire retienne qu'il est l'homme qui a apporté la démocratie au Cameroun. Or, quand vous regardez au fond, je crois que le plus hostile et le moins ouvert aux idéaux démocratiques, c'est le président Biya. Ça aura été un leurre. Et pour avoir été insisté... Le plus hostile et le moins ouvert aux idéaux démocratiques. C'est le président Biya. Il est plus hostile que tout le monde? Oui. Pourquoi? Parce que il a des hommes qui acceptent de porter le chapeau pour les investitures. Je vous rappelle qu'il y a 10 800 conseillers municipaux. Tout conseiller municipal élu dans le RDPC a la griffe du président de la République. Ce sont les investitures. Or, vous voyez donc qu'on est passé des primaires aux investitures. Je crois que c'était un recul trentenaire. Et on m'a donc reproché d'avoir posé l'acte démocratique de candidature pour être super-maire. Et vous avez vu comment ça s'est passé. Et à la fin, on m'a traduit au conseil de discipline pour indiscipline. Et c'est au conseil de discipline que j'ai appris qu'on me reprochait également mes sorties médiatiques.
mes sorties médiatiques contre le secrétaire général du RDPC, contre le RDPC. Bon, j'ai dit au Premier ministre qui faisait office de président de la commission ad hoc, en lui disant que je croyais que c'était des constats. Puis j'ai dit que le secrétaire général du RDPC est grabataire. Et je croyais que c'était un constat qu'on pouvait tous faire. Là, vous ne voyez pas que vous mettez en marge quand même de la discipline du parti. Je veux dire que non. vous êtes militant d'une organisation politique, vous êtes quand même tenu à la structuration, l'organisation, la prise de parole publique et tout le reste autour de ce parti. Les tests du RDPC ne sauraient prévaloir sur les lois de la République. C'est le RDPC qui doit. La loi dit que tout conseiller municipal peut postuler au poste de maire et de super-maire. Or, les tests du RDPC, selon que ça les arrange, on a trouvé qu'il fallait investir. Il fallait investir et vous pouvez regarder, hein, nous avons engagé le vote, il y a eu 198 électeurs, le super-maire, seul candidat, quand on m'a disqualifié, a obtenu 96 voix, il y a eu 2 abstentions et 100 bulletins nuls jetés dans l'urne. Pourtant, il était seul. Ça signifie que la marmite démocratique du RDPC est en ébullition. Et il y en a qui refusent de voir ça. Et je suis Est-ce que là, vous ne faites pas le discours de l'enfant rejeté, de l'enfant, la veuve amère qui est désormais la vôtre? N'est-elle pas celle, la veuve, je disais, de celui que le parti a exclu? De toutes les façons, je ne m'attendais pas à une exclusion. Mais j'ai été exclu parce que je dois reconnaître que... Vous le digérez Non, je dois reconnaître que le président Biya, quand il pouvait défendre les rares personnes qui pouvaient s'élever pour dire que ça ne se passe pas comme ça, le président... Vous avez entamé les mêmes démarches au sein du parti. Le président est affaibli. Le président est déjà faible. D'ailleurs, avec le premier push qu'il y a eu dans le RDPC, que j'ai appelé dans un article, dans une tribune, le push de la Légion QT, qui a substitué des présidents des sections par les personnalités ressources. C'est quoi cette histoire-là? Vous vous rendez compte que des gens ont passé toute leur vie à batailler au RDPC et on désigne des personnalités ressources qui viennent régenter l'ensemble de la politique. Au sein du parti, vous n'avez pas eu de soutien, vous n'avez pas eu des réactions qui vous disent, écoutez, vous êtes sur le bon chemin, on vous soutient dans cette démarche, vous êtes notre porte-voix pour essayer de remettre le parti sur pied. Vous n'avez pas eu de... Non, je n'ai pas eu de soutien, tout simplement parce que la question qu'on pose souvent, qui se porte garant? Qui est le parrain? Qui est le parrain? Mais moi, je n'avais pas de parrain parce que je ne suis pas dans leur moule. On me l'a fait dire. C'est quoi leur moule? On me l'a fait dire. On m'a fait des propositions indécentes pour connaître la sanction dans le RDPC. Vous savez, le RDPC, c'est devenu un marché où il n'y a rien à vendre, mais où tout s'achète. Et quand on n'a pas d'amant au propre comme au figuré, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas prospérer. Et j'ai perçu ça, j'ai accepté ça. Je préfère être mort pour mes idées que d'être debout avec les leurs. Parce que l'humiliation, entre l'humiliation et je refuse d'être à genoux. Je refuse de me courber pour ramasser des clés. Et vous savez que ça se passe comme ça. Je ne sais pas si vous me le dites. Je vous le dis. Ok. Prenons le deuxième reportage de ce soir. On va aller du côté du GECAM, désormais GECAM, pour évoquer la création de ce nouveau mouvement patronal issu des anciennes entités. Suivez plutôt. Que je leur adresse mes amitiés. Ce jeudi 14 décembre 2023 marque un tournant historique dans le milieu des affaires au Cameroun.
Le groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, est officiellement créé suite à la fusion entre le groupement interpatronal du Cameroun, GICAM, et entreprises du Cameroun, ECAM. Naturellement, il n'y a pas de gagnant, c'est l'unité. On célèbre l'union de patronat. Au-delà de ECAM et GICAM qui se sont associés, c'est l'ensemble du secteur privé qui doit parler autant que possible d'une seule voix. Nous ne pouvons pas, dans un environnement aussi difficile, plein de concurrence, envahi par, je dirais, d'autres forces étrangères dans notre économie, continuer à ne pas se souder parce que les enjeux nous obligent et demandent qu'on soit ensemble. Donc il s'agit d'une victoire commune. Il n'y a ni gagnant ni perdant. Depuis 2017, Célestin Tawamba, alors président du GICAM, s'est donné pour mission de fusionner avec ECAM malgré les résistances internes et les différentes critiques. Ce 14 décembre, le processus franchit un pas géant avec la tenue de l'Assemblée générale constitutive du GECAM. Je suis à la tête où je partage cette phase de transition qui est déjà très importante et qui doit donner lieu aux prochaines élections. C'est depuis 2017 dans mon discours que j'ai tenu, que j'ai inscrit cette union qui était indispensable parce que nous avons payé trop cher ces divisions, cette divergence de ton au niveau des dialogues publics-privés et puis le fait qu'on n'arrive pas à prendre suffisamment en compte la problématique de ces petites et moyennes entreprises qui souffrent. Donc pour cela, cette nouvelle organisation se doit de travailler pour être cet interlocuteur indispensable, incontournable des pouvoirs publics. Il faudra demain, si les pouvoirs publics ils disent qu'ils ont rencontré le secteur privé, s'ils n'ont pas rencontré le GECAM, c'est qu'ils n'ont rencontré personne. Voilà le sens. La fusion du GECAM et ECAM revêt des enjeux à la fois stratégiques et d'influence. À cet effet, l'on attend de voir alors si GECAM deviendra une force motrice pour l'économie camerounaise. Mais nous savons que nous avons des partenaires sociaux qui réfléchissent également et il leur est loisible de nous faire des propositions pour régler les problèmes qui se posent à la communauté. Ce qu'on attend du GECAM, c'est d'être vraiment une force d'influence. Dans tous les cas, nous qui sommes à l'université, nous suivons ce mouvement et ce processus de très près. Nous avons beaucoup de respect pour les étapes qui ont été suivies et nous sommes également curieuses, ça au plan individuel, de voir comment est-ce que les fondements théoriques, et cette fois-là je pèse mes mots, sont bien respectés au niveau des rationalités des deux institutions. Vous avez suivi tout à l'heure qu'on ait pu nous dire que 1 plus 1 ne fait pas 2, mais ça fait plus que ça. Ça veut dire que derrière, il s'agit en réalité de la mise en place d'un ensemble de synergies. Alors les grands défis par la suite vont porter sur l'opérationnalité. La naissance du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, fédère désormais au sein d'une entité unique les adhérents de deux organisations d'employeurs les plus représentatives du Cameroun. Nous sommes à 19h31 face à l'actu avec Saint-Éloi Bidoum et on commente l'actualité. On ne revient peut-être tout à l'heure aussi. On va poursuivre l'échange que nous avons, qui c'est peut-être avec vos ambitions politiques actuelles. Le RDPC, c'est un retour, c'est qu'entre-temps, vous avez créé votre propre parti. Je le rappelle, le PDPC, le Parti démocratique des pauvres du Cameroun. C'est très original, ça. J'ai été, il faut le dire, j'ai été chassé du RDPC. Tout simplement parce que j'étais un empêcheur de tourner en rond. Parce que quand vous voyez les uns et les autres fonctionner dans ce parti aujourd'hui, et vous vous dites, mais demain, on devra rendre compte. Donc, l'occasion leur avait été offerte de pouvoir se débarrasser de moi. Parce que le président, je vous dis encore que le président est devenu très faible au niveau du parti. Donc les autres en ont profité pour régler des comptes à Saint-Éloi ou à un autre. D'autres ont subi. Ne pouvant pas rester
les bras croisés, j'ai eu l'intention de créer un parti politique que j'ai appelé le PDPC, le Parti démocratique des pauvres du Cameroun. L'idée est partie de quelque chose de très simple. J'ai fait le constat que la fortune du Cameroun était contrôlée par 1% de Camerounais. Et que 99% des Camerounais croupissent dans la misère. Et une misère voulue, organisée et entretenue par d'autres. Alors j'ai fait un dossier de création d'un parti politique, sauf que quand on m'a exclu, on avait fait des calculs, et on s'est trompé au niveau des calculs. Le calcul était simple. Si Saint-Éloi peut nous empêcher, en cas d'une élection présidentielle anticipée, peut dispenser le RDPC de querelles, de grandes querelles, il fallait donc m'écarter. Sauf que on a prévu 36 mois. Et les 36 mois se sont déjà écoulés. Alors, vous me posez la question de savoir ce que je fais. Donc, par tacite reconduction, vous êtes militant. Je suis militant du RDPC. Et j'annonce déjà que je serai candidat à la présidence nationale du RDPC au cas où il y a un congrès, peu importe l'adversaire qu'il y aura en face. Même si c'est le président. Que ce soit le président indépendamment de vos tests. Que ce soit son fils, de toutes les façons, les tests ne le disent pas. Les tests disent qu'après chaque 5 ans, il y a une élection du président national du RDPC. Alors, le dernier congrès a eu lieu en 2011. Nous sommes en 2023. Ça signifie que tout le monde est fort clos. Donc, et comme on a situé la période d'exclusion temporaire de Saint-Éloi à 36 mois, les 36 mois étant écoulés, alors je leur dis que... Vous revenez en force. Je serai candidat à eux de signer une nouvelle exclusion définitive de Saint-Éloi. Alors là... Donc vous redevenez militant de base à Mélène? Je vous dirais que dans ces conditions, puisque on a refusé délibérément de me donner un récépissé de création d'un parti politique, bon, on me demande une lettre de démission du RDPC. Je crois que c'est la chose la plus stupide. L'exclusion de Saint-Éloi a été rendue publique dans le journal L'Action et mon exclusion m'a été notifiée. Et dans le dossier de constitution de votre parti, est-ce que vous n'avez pas envoyé la notification? Non, justement, vous savez, dans les négociations de couloir, on me demande même de rédiger une lettre d'excuse au président national du RDPC. Qui sont vos interlocuteurs dans ces négociations? Je n'ai offensé personne. Qui sont vos interlocuteurs? Et je me souviens, à un moment ou à un autre, j'avais été reçu par le trésorier du RDPC qui m'avait demandé, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit que c'était une question qui pouvait susciter du mépris. Vous allez m'amener à vous mépriser. Quand j'étais avec vous, qu'est-ce que vous m'avez donné? J'ai refusé. Est-ce que vous m'avez donné quelque chose? J'ai refusé. Et ce n'est pas au moment où vous n'êtes même plus rien que vous allez venir négocier avec moi. De toutes les façons, je vous dis que moi, j'ai accepté ma sanction, j'ai accepté de créer un parti politique. C'est vrai, ça peut, vous me direz, ça va être un parti de plus, mais je voudrais quand même vous dire que monsieur Dipita, le peuple, vous ne pouvez pas imaginer qui sont ceux qui sont derrière moi. Parce que ceux qui me soutiennent, tant au RDPC, parce que... Vous êtes déjà en campagne là. Ceux qui parlent
le jour-là. Dans la nuit, il faut les écouter. Mais c'est des gens qui frapperaient un gourdin sur la tête au président Biya s'il le croisait dans l'obscurité. Les Camerounais sont fatigués. Les Camerounais n'en veulent plus. Le régime est en train d'utiliser la violence. Et Saint-Éloi Bidou a le temps d'attendre. Ce sera avec eux qu'on créera mon parti. Ou sinon, après eux, qu'on créera. Mais toujours est-il que beaucoup de partis politiques de la place m'appellent à être leur candidat à l'élection présidentielle. Je n'ai pas envie de tomber dans les mêmes travers que Cabral aujourd'hui, qui s'est fait porter par Univers et aujourd'hui porté par le PCRN. Et on découvre que je préférerais avoir ma structure, mais si ce n'est pas possible, je serai quand même accompagné par de grands partis. Une coalition positive est en train de se faire autour de moi pour affronter. Et c'est dans cette mouvance-là que vous ne cessez de parler du coup d'État scientifique. Vous y revenez assez souvent dans vos discours, coup d'État scientifique. Vous savez, le coup d'État scientifique, dès que j'ai parlé du coup d'État scientifique, le tenant de la théorie du Moulinex, que vous connaissez très bien, est sorti pour intimider, pour qu'on ne parle plus du coup d'État scientifique. Mais le coup d'État scientifique, je le définis comme étant une collusion d'intelligence et d'intellectuels qui utilisent des méthodes modernes pour mettre en déroute un régime établi comme celui du président Biya. Et la longévité au pouvoir aidant, les coalitions sont nombreuses. Elles se déroulent devant tout le monde. Et je peux vous dire aujourd'hui, monsieur Dipita, que le coup d'État a déjà eu lieu. Comment ça? Si, je vous dis, le coup d'État a déjà eu lieu. Le président est toujours en poste? Non, c'est la cerise sur le gâteau aujourd'hui. Vous savez, le président est obligé d'être là pour la simple raison que il sait que tous les loups qu'il a élevés là, personne ne peut lui garantir une retraite paisible. Et toutes ces personnes savent que sans le président Biya, vraiment leur sort sera terrible. Et je vous dis, le professeur Schwarzenberg a démissionné de son poste de ministre de la Santé en France quand il a déclaré publiquement que la personnalité du maréchal Tito était si forte qu'il a permis de maintenir le maréchal Tito en vie pendant 20 ans, alors qu'il était cliniquement mort. Tout simplement pour maintenir l'unité de la Yougoslavie. Et c'est ce que les Camerounais sont en train de vivre aujourd'hui. Le simple fait de savoir que le président est à étudier, peu importe son état, tout le monde se limite. Le coup d'État a plusieurs phases. Le coup d'État politique a eu lieu quand on a réussi à couper le président Biya de la base du RDPC. Il ne contrôle plus rien au RDPC. Le deuxième coup d'État a eu lieu quand il a signé les hautes instructions. C'est ce que j'appelle le coup d'État administratif. Donc, à travers les hautes instructions, on peut vous faire gober tout ce qu'on veut et la République donne l'impression d'être debout et que le président agit. Pourquoi agir sur hautes instructions là où le peuple a besoin de vous voir et de sentir qu'ils sont gouvernés? Le coup d'État économique a eu lieu. Vous avez vu, le président Biya a hérité de près de 100 sociétés d'État. Toutes ont été mises en faillite par ses amis et toujours par le parti, le RDPC. Le coup d'État institutionnel. Vous voyez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où on a décidé de passer outre. Les tests disent que c'est le président de l'Assemblée nationale qui nomme le secrétaire général de l'Assemblée nationale. On lui a imposé un secrétaire général qui d'ailleurs est dans les couloirs du TCS pour détournement
et autres. Donc, il y a eu un coup d'État institutionnel. On a imposé un neveu du président pour avoir le contrôle de l'Assemblée, parce que Kavaï semble être un homme un peu rebelle sur les bords. Et au Sénat, une autre grosse institution, on a pris un légume, on a placé là-bas, Vamé Boutou, je ne sais pas, il doit avoir même 100 ans. Il est l'aîné du président, c'est l'oncle du président. Et vous voyez comment fonctionne cette institution. Et le dernier coup d'État qu'il vient de réussir, c'est l'humiliation de la justice. L'humiliation de la justice militaire, l'humiliation des militaires de haut rang. Quand on amène un monsieur comme le juge Sikati, assez de dire, et on le lui promet de manière publique et directe, par une personne qui est entendue là-bas. Et vous voyez, on nous amène aujourd'hui sur haute instruction, on a nommé un autre juge d'instruction. C'est vrai que les tests prévoient que le juge d'instruction, le tribunal militaire peut fonctionner avec 1 ou 2, 3 juges d'instruction. Mais on ne nous a pas encore dit. Parce que si la décision du colonel Sikati n'était pas authentique, normalement, l'armée devrait organiser des poursuites systématiques contre le greffe qui aura, puisque les avocats vous disent qu'ils ont reçu la décharge. La décharge. Donc vous comprenez que à travers les hautes instructions, on a plié en 4. Et on vous dit aujourd'hui, le président du tribunal militaire signe une décision où tous les juges devraient d'abord lui envoyer les décisions. C'est un rappel d'une décision signée l'année dernière déjà. Non, on ne peut pas. C'est ce que j'appelle de l'émasculation juridique. Sinon, on est juge pourquoi? Si on ne peut pas assumer ses décisions. Si un juge doit aller passer par son patron pour rendre public une décision qui... Non, vous savez, la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Et quand un juge rend une décision, un juge d'instruction, il y a 2 choses. Il ne répond que devant sa conscience et devant Dieu. Donc, vous voyez donc que le Cameroun, le coup d'État scientifique... Alors vous croyez à la version de la libération des personnes concernées? Oui, tout à fait. Quand vous avez une décision en main qui est signée par le... Et pour vous, qu'est-ce qui a coincé? Non, je crois que c'est la guerre des clans. C'est la guerre des clans. Et il y a un clan qui a de la force. Vous savez, j'ai écouté une chanson de Lady Ponce. Elle est intitulée Non coupable. Je vous conseille d'aller écouter cette chanson. Depuis le début, M. Amougou Belinga, qui est accusé dans l'affaire Martinez-Zogo, il plaide non coupable. Et personne n'a voulu l'écouter. Et on a mis en branle toute la mécanique pour broyer avec des versions erronées, des versions organisées. Et aujourd'hui, quand un juge vous dit que j'ai entendu tel, et l'accusateur dit que on m'avait dit de dire comme ça, mais en fait, ce monsieur est innocent dans cette affaire. Et le juge prend donc l'ordonnance qui le libère. Monsieur, quand on en vient à avoir des doutes sur la décision de justice, et quand on en vient à avoir des doutes, la seule justice qui est aux ordres, le président en envoyant
l'affaire Martinez-Zogo à la justice militaire, ne s'est pas trompé. Il savait bien que c'est la seule justice qui est aux ordres. Et quand un colonel de la République, un homme d'honneur, vient à rendre une décision et il se trouve humilié. C'est tout ça qui vous conforte dans votre thèse du coup d'état scientifique. Le pays n'est plus gouverné. Le pays n'est plus gouverné. On est gouverné par les hautes instructions et les hautes instructions qui sont contradictoires. Mais que le président fasse quand même, qu'on fasse un peu attention. La République est quelque chose de très important. Et nous avons le respect des institutions de la République. D'accord. Quand on prend, on emballe le président de la République dans une... Que le président de la République sorte et qu'il prenne des décisions où on va sentir que le pays est gouverné. On le verra le 31 décembre prochain. Retournons à la régie pour revenir sur cette autre actualité entre le ministère des Finances et la Caisse de dépôt et de consignation, ou pour laquelle l'actualité, une convention de, disons-le comme ça, fonctionnement a été signée cette année à Yaoundé. Suivez plutôt. Cette convention signée entre le ministère des Finances et la Caisse des dépôts et consignations fixe les modalités de gestion des opérations entre les deux institutions. Vous savez qu'il y a une relation fusionnelle, ombilicale, entre le ministère des Finances et la Caisse des dépôts et consignations au regard de la relation tutélaire, à la fois financière et technique. C'est une convention qui permet de préciser le rôle de chaque acteur, c'est-à-dire le ministère des Finances à travers la Direction générale du Trésor et la Caisse des dépôts et consignation. La convention définit les termes et les modalités d'exécution par les préposés de la CDEC, comptable du Trésor public, des opérations de dépôt, de retrait, de consignation et de déconsignation au nom et pour le compte de la CDEC. La nouvelle entité de l'État pourra désormais remplir ses missions sur l'ensemble du territoire national. Le but recherché est aussi que le service public de dépôt et consignation puisse s'opérer sur le territoire national, étant entendu que la Caisse des dépôts, pour le moment, opère dans son siège social, mais ses relais à travers le territoire sont puisés au niveau de la Direction générale du Trésor. Et c'est les relations, les opérations qu'il fallait donc préciser dans cette convention telle qu'il est prévu par le décret du 15 avril 2011 du président de la République. Il s'agit d'un pas important vers l'opérationnalisation de la Caisse des dépôts et consignations après la prestation de serment des porteurs de contraintes le 30 octobre dernier et une série de conventions avec des structures partenaires. Retour dans le studio de nouveau. Dans cette analyse, dans cette conclusion de votre coup d'état scientifique, vous y mettez Franck Bianger, on voit des mouvements franquistes naître autour du fils du président. On l'a vu dans quelques sorties très très médiatisées, que ce soit au Septentrion ou alors dans le royaume Bamoun. Vous dites que ça fait partie de la séquence du coup d'état scientifique. Quel est le rôle de Franck Biya dans tout cela? Non, je crois que le président n'a pas hésité à céder à un phénomène de mode de l'époque en Afrique, c'est-à-dire où les présidents de la République préparaient leurs enfants pour succéder. On a vu le cas du Togo, on a vu le cas au Tchad, on a vu la préparation du fils d'Obiangema en Guinée équatoriale, on a vu la préparation du fils Ouad au Sénégal. Donc le président n'a pas échappé à cette tentation, d'autant plus que je suis de ceux qui pensent que ceux qui l'entourent, personne ne peut lui garantir une retraite paisible en dehors de son fils. Et c'est à ce titre qu'il a eu à parler à un moment de transition générationnelle.
Et la transition générationnelle mettait du coup en scène certains opportunistes qui ont donc pensé qu'il fallait créer dans les manœuvres d'approche un mouvement qu'ils ont appelé le mouvement franquiste. Bon, c'est vrai que Franck Biya ne s'est jamais prononcé en faveur de la création de ce mouvement, mais il a quand même entretenu ce flou artistique. Et je voudrais vous dire que quand le président Macron est arrivé au Cameroun, on avait vu des affiches dans la ville, Franck Biya président, et ces choses ont été dégagées le lendemain matin. Toujours est-il que tout le monde avait déjà vu. Bon, Franck Biya, s'il a des ambitions... Sera-t-il candidat? S'il a des ambitions de devenir président de la République, j'ai dit que ce n'est pas un crime, c'est légitime. Mais quand on a un peu d'amour pour le pays qu'on envisage de diriger, on doit quand même avoir ne serait-ce qu'un CV allégé, une petite cote d'amour pour ce pays. Bon, quand j'essaie de regarder, Franck Biya, il a 52 ans, il a eu 52 ans avant-hier. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun? Qu'est-ce que vous en savez? Je ne vois pas. Non. S'il avait fait, moi je peux vous dire, l'office de Mbongo est sous-préfet, l'office de Mbongo est sous-préfet, l'office de Sadi est préfet, l'office du professeur Oona est enseignant d'université. Nous savons quand même qu'il s'est exercé dans l'import, l'exportation du bois pendant des années. On n'a pas le souvenir qu'il ait fait quelque chose dans ce secteur. Au moins, s'il y avait eu une salle de classe construite quelque part. Et non, je crois que il faudrait que les uns et les autres se rassurent que le Gabon nous parle. Le Gabon nous parle. Ce qui a été querellé, c'est la longévité au pouvoir du clan Bongo. Quel est le trait que vous Ça fait 57 ans. Ali Bongo était le fils du président Bongo. Et ce qui était querellé, qui a abouti à un coup d'État, c'était la longévité du clan Bongo. Alors, le président Biya a déjà fait 41 ans au pouvoir. Je crois qu'on peut sérieusement interroger le bilan pour penser qu'il faille que son fils lui succéda, peut-être parce qu'il a fait du bon travail. Parce que Franck Biya a empêché de filiation. Non, j'ai dit que il ne commettra pas le crime d'être le fils du chef de l'État, mais il devrait quand même lui-même regarder pour dire que c'est à quoi on veut m'entraîner là. Et d'ailleurs, il l'a déjà fait en disant, dans son discours d'entrée au RDPC, et je suis même très surpris et déçu, depuis qu'on se bat... Il avait été annoncé plutôt militant d'honneur, ça ne veut pas dire que c'était son jour d'entrée. Depuis qu'on se bat, qu'il n'était pas non, au RDPC. Non, militant d'honneur. Non. Il a pris une carte à la cellule, là-bas à Nice, et c'est comme ça. C'est ce que le secrétaire général du comité central a recommandé à Samuel Eto'o. On n'entre pas dans le parti, on n'entre pas dans le parti par le plafond, sinon il y a infraction. Donc, comment le nom de Samuel Eto'o se retrouve là? Le secrétaire général du parti lui a demandé de... Oui, il est allé voir le secrétaire général du parti pour entrer au comité central du RDPC. Et il y est déjà? Non. Justement, il lui a dit, comme on a dit à Franck Biya, il faut d'abord aller entrer là où on commence. Vous voyez, est-il déjà entré? Oui. Et les militants le président le Franck Biya est militant. Non, moi je parle de Eto'o, j'ai ouvert une brèche. Eto'o? Oui. Est-il déjà militant? Non, il n'a pas encore
pris sa carte, mais toujours est-il qu'il voulait entrer par effraction, par le haut. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Moi, je dis que Franck Biya peut être candidat, il peut avoir des ambitions, mais vraiment, à l'allure où le pays s'en va là. Là où son père est en train d'aller laisser le Cameroun, je ne pense pas que les Camerounais seront disposés à accepter ça. Alors dans cette mouvance-là, on voit des partis, je veux dire, se remobiliser, renouveler leurs instances dirigeantes, le MRC, le PCRN, le SDF et même le RDPC, ces partis qui ont fait des élections au niveau des cellules les plus faciles jusqu'au sommet, jusqu'au congrès. Vous, quelle lecture faites-vous de ces mouvements-là? Nous sommes évidemment à un peu moins de 24 mois de l'élection présidentielle. Vous dites que c'est le bon timing? Non. Le RDPC est entré en campagne, a dévoilé sa stratégie. Nous sommes en train d'aller vers une élection anticipée. Une élection qui aurait pu prendre tout le monde de court. Mais la tournée du secrétaire général du RDPC, la tournée dans les 10 régions n'était pas innocente. Et les multiples appels à candidature que le président Biya reçoit de la base, même pas de la base militante, parce que personne n'y croit plus, qu'il reçoit des élites du RDPC. Nous savons tous comment on coud les appels à candidature dans les sections. Donc, ça a permis aux autres partis politiques de fleurer quelque chose qui pourrait arriver. Et imaginez un seul instant, le RDPC a fini sa campagne, le secrétaire général a fait sa tournée, on a mobilisé les militants pour accorder leur confiance au président national du RDPC. Quoique je ne pense rien à dire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est-à-dire que il n'y a pas de régénérescence. Et pour les autres partis, des cellules d'intelligence. C'est comme ça que les autres partis se mettent pour ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris, ils anticipent donc pour faire les congrès de leur parti. Maurice Kamto en a profité pour faire la convention, pour dire qu'il est là. Et tout le monde sait, et lui-même il sait, que les tests sont clairs. Sauf s'il se fait plébisciter par un parti, mais il ne peut pas être le candidat du MRC. Parce que le MRC. Mais il fallait quand même créer de l'agitation. Et le jeune Cabral, qui avait fini par croire qu'il était le propriétaire d'un parti qu'on lui avait loué, en fait. Et aujourd'hui, qui avait été dans les bonnes grâces du RDPC, parce qu'il ne faut pas oublier que Cabral, c'est un pur produit du RDPC, et qui a maintenant, ce qu'on lui reproche, c'est peut-être d'avoir eu des ambitions démesurées, c'est-à-dire qu'il n'a pas évalué le rapport de force, la cause pour laquelle on l'a amené à être tout ce qu'il est. Et aujourd'hui, il pense qu'il peut être président. Et c'est l'occasion pour le RDPC de lui rappeler que, comme dirait Bokassa, ceux qui savent comment vous faites pour grimper sur un arbre qui a un gros et haut tronc, savent également comment tu fais pour descendre. Donc, et le SDF le SDF, bon. Le SDF, après la mort de Ni John Frundi, le SDF est déjà politiquement mort. Vous avez vu le score de Josie Ochoa, celui qui devenait dans président. Un contexte connu aussi. Oui, mais toujours est-il que le SDF a refusé le parti à un non-anglophone, pourtant qui aurait pu permettre au SDF de rebondir politiquement. Et le SDF, je ne lui donne pas 1% à la prochaine présidentielle. N'empêche que Maurice Kamto a dit aux
lors de sa convention qu'il sera le candidat du MRC. Vous voyez quelle alchimie, quel mécanisme pourrait-il utiliser lui pour être le candidat de son parti et pas porté par une autre formation politique? Pardon. Vous savez, on dit des choses que les oreilles vont entendre et que les oreilles vont oublier très rapidement, surtout quand ce n'est pas possible. Je ne vois pas par quelle alchimie le RDPC peut laisser le MRC être candidat, surtout que vous avez vu la convention du MRC l'autre jour. Les services de renseignement, s'ils ont fait leur travail, ils doivent avoir dit au président Biya que si ce monsieur est candidat, voilà comment ça va se passer. Il était vraiment porté par des Camerounais qui croient en lui, et c'est de nature à donner matière à réflexion. D'accord. Retournons à Yaoundé avec le ministère des Travaux publics qui forme son personnel. C'était cette semaine de ce côté. Pour la réalisation efficace des grands travaux, la stabilisation des sols est un enjeu capital de la vie d'expert. Cela influence sur la durée, les coûts, la qualité de l'infrastructure. Cette formation ouverte à Yaoundé a pour enjeu principal l'appropriation par les acteurs camerounais de la mise en œuvre du produit de stabilisation des sols Road Parker. Elle cible 4 grands groupes composés de 36 personnes, en moyenne issus des services centraux et déconcentrés du ministère des Travaux publics, du Labogénie, du secteur privé et des collectivités territoriales décentralisées. La capacitation d'une durée totale de 4 jours porte sur une phase théorique et une phase pratique d'implémentation sur au moins 2 des 5 itinéraires retenus. Lobo, Ngok Mapubi, Botmakak, Matomp, Nkolofamba. Il s'agit en clair d'une formation qui permettra de combler certains besoins du ministère des Travaux publics. À travers la stratégie d'entretien envisagée avec le concours des produits innovants, nous avons l'ambition de stabiliser au moins 2000 km de route en terre en vue d'améliorer l'état du réseau correspondant. C'est dans cette perspective que nous nous proposons déjà d'implémenter la technique de stabilisation du produit Road Parker Innov ST qui transforme les sols in situ afin de les rendre plus denses en augmentant l'adhérence des particules, améliorant ainsi leur capacité à supporter des charges sans déformation. Comme modules principaux, l'identification du produit, la technique de mise en œuvre et démarche qualité. Un autre est prévu sur l'élaboration du cahier des charges et coûts unitaires à pied d'œuvre. Les travaux pratiques seront supervisés par les autorités, notamment le ministre des Travaux publics. Est-ce que depuis janvier 2019, que le gouvernement Djangouté est en phase, il n'y a pas encore eu de prétexte suffisamment fort, il n'y a pas encore eu d'actualité ou de fait suffisamment marquant pour qu'on ne connaisse pas un remaniement. Ou alors, vous qui êtes à Yaoundé, qui êtes proche de ces questions-là, avez-vous le sentiment qu'il y a des éléments qui coincent dans la constitution de notre gouvernement? Le président a eu l'intelligence de mettre sur pied de hautes instructions, ce qui démontre la suffisance que le président ne gouverne plus, parce que quand on passe la main à un collaborateur pour agir en vos lieux et place, et vous voyez les effets induits des décisions que ce monsieur prend. Vous pensez que vraiment que le Cameroun est gouverné? Il y a eu la task force pour le stade de Lembe. Il y a eu des rapports de la Cour des comptes. Il y a eu des détournements massifs. Il y a eu tout ce qu'il peut avoir. Le président ne dit rien. Il y a eu le Covid, la task force. Elle a géré le Covid avec tout ce que ça a entraîné comme scandale qu'on a appelé le Covid-Gate. Le président ne dit rien. Il y a eu des morts
dans le Nozo. On massacre des enfants dans les écoles. On massacre, on prend en otage des autorités. On tue, on égorge, on fait. Le président ne dit rien. On tue des militaires. Parce que depuis ce qu'ils ont appelé grand dialogue, il y a eu plus de morts qu'avant le grand dialogue. Chaque jour, on enterre des militaires morts dans le Nozo. Le président ne dit rien. On vous dit que tel groupe, telle personne, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci. C'est que quand on va accepter ma théorie du coup d'État, ce sera peut-être tard. Le Cameroun est gouverné quelque part. Un premier ministre d'une république, on ne le sent pas. Et quand il prend même des mesures, il est contredit par des ministres de son gouvernement. Le président ne dit rien. Vous attendez quel remaniement? Le président n'est plus, il faut le dire honnêtement, en capacité. S'il est en capacité, qu'il nous le prouve par des actes de souveraineté. Le conseil de la magistrature, la dernière fois qu'il s'est réuni, ça remonte à quand? Les enfants sont sortis de l'école depuis 5 ans, ils sont au quartier en train de jouer aux cartes, au ludo. Ça se passe comment? Hein? Quand vous regardez les décisions qui sont prises, on vous dit qu'on a remplacé un colonel parce qu'il a pris une décision qui allait dans le sens qui n'arrange pas les gens. Et on vous sort, sur votre instruction, une décision du président de la République. Qui peut croire? Non. Et en plus de ça, le remaniement ministériel est vraiment difficile en ce moment. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'économiquement, le Cameroun est au sol. À quoi sert le budget du Cameroun aujourd'hui? Le budget du Cameroun, les 6 000 milliards que vous entendez là, servent à gérer 4 choses. 1, le remboursement de la dette, parce que sinon, les institutions brutes nous ferment les portes. 2, le financement de la guerre au Nozo, parce qu'il faut avouer, la guerre coûte cher. C'est vrai qu'il y en a qui se comportent en officier sans réserve, en pratiquant l'économie de la guerre. Hein? Donc, 3, le paiement des salaires. Vous savez que les salaires restent un élément clé dans la gouvernance du président Biya. Si les Camerounais venaient à passer 1 mois sans salaire, je crois que on ne va pas envoyer le message à quelqu'un. Ils verront eux-mêmes. Et maintenant, la 4e chose, à quoi sert l'argent du Cameroun? C'est le financement des dépenses de souveraineté. Alors, je suis sûr qu'il y en a qui n'accepteront pas d'être nommés ministres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent à gérer. Et ceux qui sont là, c'est peut-être l'occasion de dire quelque chose sur le ministre Motazé, qui fait des mains et des pieds pour que les Camerounais continuent à recevoir leur salaire. Parce que s'ils n'ont pas de salaire, je crois que, et tout dit, quelque chose va se passer. Donc, voilà quoi. Donc, si vous nommez Saint-Éloi ministre maintenant, il va venir gérer quoi? Quand les ministres là vous disent, c'est déjà la routine. Ils ont déjà l'habitude, ils savent, ils connaissent les codes. Vous avez 500 milliards, bon, on prend 200 milliards, on paye la dette ici, on fait ceci, on te laisse un strict minimum pour pouvoir faire
des choses qui concernent la République. Donc, ce n'est plus aisé. Il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas attendre. Comment voyez-vous l'issue de tout cela? Comment on en sort? Oh, vous savez, quand vous allez encore parler, on va dire que vous dites des choses soit insensées. On vous invite pour parler, monsieur. Je voudrais vous dire, monsieur Dipita, dans un pays, quand la démocratie est prise en otage, ça peut donner lieu à un coup d'État. Quand la gouvernance est mauvaise, notoirement mauvaise, comme le cas actuel du Cameroun, ça peut donner lieu à un coup d'État. Et d'ailleurs, les services secrets français nous ont dit que c'est imminent. Vous le savez, l'ancien directeur des services secrets français. Quand, dans un pays, on organise en sourdine une succession qui va perdurer et qui va maintenir un clan au pouvoir, ça peut donner lieu à un coup d'État. Quand la justice se trouve humiliée, comme c'est le cas là, qu'est-ce qu'il y a encore de légal au Cameroun? Mais vous savez que la réponse à votre théorie de coup d'État, c'est que nous avons une armée professionnelle, respectable, non, pas une respectueuse, savez, républicaine. Républicaine, voilà. Mais vous savez, le Gabon nous parle. Hein. Ce monsieur est resté pendant longtemps. Il aura été l'aide de camp du président Bongo. Il aura été l'aide de camp du fils. Donc ça fait au moins 30 ans qu'il est là. Mais vous savez, chaque fois qu'on sort l'armée, c'est pour aller taper sur qui? Sur leurs frères, sur leurs enfants, sur leurs épouses. À un moment, ils peuvent vous dire que cela ne se peut plus. L'armée a beau être républicaine. Vous savez, le président Compaoré aurait été un étudiant à l'EMIA et il a posé la question à un instructeur à l'EMIA un jour. Si le peuple vous appelle pour mettre un terme à sa souffrance et quand vous savez que le peuple souffre, vous faites comment? C'était la question de Compaoré. Mais toujours est-il que Compaoré est rentré et il est devenu président. Et j'ai dit que les conditions sont tellement réunies pour que ce qui se passe chez les autres se passe chez nous. Et ça, il ne faut pas avoir froid aux yeux pour le dire. Toutes les conditions sont réunies pour que ce qui s'est produit chez les autres se produise chez nous. À condition. Ça ne va pas se produire chez nous. À condition. Moi, je ne suis pas prophète de malheur. Mais je suis un peu réaliste. Le peu de sciences politiques que je suis allé apprendre chez les Blancs me permet de penser que quand ce qui s'est passé là-bas est en train de se passer ici, le résultat sera le même. En étant si éloigné, je ne pense pas. On retourne à la régie pour prendre ce dernier reportage de ce soir. On va découvrir le palais de la culture du peuple Sawa, inauguré cette semaine même par le représentant personnel du président de la République à cet événement, le professeur Narcisse Mwele-Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui a fait le déplacement de Douala. The Sawa Cultural House has been inaugurated this Thursday, December 14, 2023, by the Minister of Sport and Physical Education, Professor Narcisse Mwele-Kombi. Constructed between 2016 and 2021 by the head of state, the Gondo, this edifice has a unique design that resembles a canoe, a symbol of the Sawa people's connection to water and fishing. Le président de la République en a soutenu. The President of the Republic supported this project from its conception, the execution and conclusion.
mindful of the fact that it is a house which will promote living together, conviviality in the city of Douala. Dans la ville de Douala. The Sawa Cultural House is expected to be a landmark and a reference platform for Cameroonians willing to enrich their knowledge and have traceability of their Sawa roots. I am a happy man today. The head of state has honored us. When he honors us, it's for the youth. Because this palace will house a multimedia library, a place where the memories of our people, of our culture will be stored. Those who would like to know what happened 100 years ago, 200 or 300 years ago, will find it in this library. The building consists of 3 blocks. A central block with a multi-purpose room and a mezzanine, a right wing with offices and apartments, and a left wing with a restaurant, conference rooms, and a temporary exhibition hall. It also boasts of a museum where visitors can learn about the culture and origin of the people. The front courtyard features an artificial lake with 2 water jets. It was built on a 5,000 square site in Beseke. Désormais, donc, le peuple Sawa, son adresse, son domicile, son palais de la culture, où on peut retrouver toute l'histoire de ce peuple de l'eau et revivre le passé de cette entité-là depuis son arrivée au Cameroun. Alors, Saint-Éloi Bidon, on va progressivement vers la fin de cette émission. Je vais vous citer quelques noms des candidats probables à la présidence de la République. Et vous me direz ce que vous en pensez. Georges Chorsi, Paul Biya, Franck Biya, Itofis, Cabral Libi, Maurice Kamto, Saint-Éloi Bidon, Mohamedou Bachika. Le président Biya, potentiel candidat à la présidence de la République, je crois que le président a compris que la transition générationnelle n'était pas possible. Et le président est conscient également de la malgouvernance ambiante depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Donc, personne ne pourra lui pardonner ça. Donc, la logique est simple. Il va s'y maintenir. Je m'y maintiens. Je tombe avec vous. Je reste debout avec vous. Donc, je crois beaucoup à la candidature du président, surtout que ce n'est pas un galop d'essai sérieux. Vous savez, pour être président en 2018, il a fait 7 minutes de campagne. Hein? Et il est rentré s'asseoir et le reste a suivi. Je suis au choix. Je crois que politiquement, il sait pourquoi il se maintient. On le maintient là. C'est pourquoi on le maintient là. Il a des appuis autres que politiques. Parce qu'il ne pèse pas. Il n'a pas un poids politique qui peut remplir dans une poignée de main. Samuel Eto'o est un potentiel candidat. Et un candidat sérieux. Parce que, fut-il, comme disent les autres, analphabète, Samuel Eto'o jouit d'un capital de sympathie qui va au-delà des partis politiques. Franck Biya, je n'y crois pas beaucoup. Je suis sûr que son père non plus n'y croit pas. Parce que s'il avait cru en lui un seul instant, à 52 ans, il aurait fait de lui quelque chose dans la République. Saint-Éloi Bidon,
vous savez, je n'ai pas eu de béquille, mais si vous m'avez invité, c'est parce que vous me connaissez. Et comment vous avez fait pour me connaître? C'est parce que j'ai travaillé pour pouvoir retenir quelques attentions à tous les niveaux de la République. Je suis un self-made man et les Camerounais apprécient ma manière de me battre. Personne ne m'a donné une béquille. Au contraire, on a tout fait pour m'anéantir. Mais plus j'avance, plus j'ai lu dans votre page Facebook où des Camerounais me réclamaient dans le passage aux émissions comme celle-ci. Donc, et j'ai fait l'objet de beaucoup de sollicitations des responsables des partis politiques. Donc, si la possibilité m'est donnée de pouvoir être candidat, je suis sûr que l'élection du président Biya ne se passera pas comme une lettre à la poste. Parce que... Vous écrivez les belles plumes sur vous-même. J'ai des arguments pour convaincre les Camerounais que l'avenir, c'est ici. Et les autres? Boris Kamto, Bachika. Maurice Kamto, Badjika, je vous ai dit que son sort est déjà réglé par la Constitution. Badjika Ahidjo, le Grand Nord, le président Biya a réussi quelque chose d'extraordinaire. Après avoir déconstruit l'élite politique du Grand Sud, personne n'a émergé dans le Grand Sud sans la main de Paul Biya. Et le seul qui est en train d'émerger sans la main de Paul Biya, sans la main du RDPC, c'est Saint-Éloi Bidou. Et le Grand Nord a été politiquement déconstruit. Amadou Ali est mort. Kavaï est un légume politique. Ayan Luc, un légume politique. Malachi Manaouda, un jeune qui est arrivé, à qui on a collé très rapidement l'étiquette d'un voleur. Donc, aucune crédibilité. Le jeune Mopa qui est arrivé, qui était censé reporter le flambeau de l'élite du Nord, et s'est enfui. Il s'est enfui. On ne sait pas pourquoi, mais il sait pourquoi. Donc, le Grand Nord est déconstruit politiquement. Politiquement, je vous le dirai. D'accord. Même pas en privé. Le Grand Nord est déconstruit aujourd'hui politiquement. Et il n'y a personne. Et un certain Guibaï Gatama, qui s'est porté en défenseur... Directeur de publication de l'Œil du Sahel. De l'Œil du Sahel. S'est porté en défenseur... 11 millions de nordistes. Voilà, 11 millions de nordistes. A pensé que Badjika Ahidjo pourrait fédérer le Grand Nord et a effectivement lancé l'éventualité de la candidature de Badjika Ahidjo. On l'a vu en Bankolo, quand Franck Biya est allé en Bankolo, vous savez. Absolument, après la catastrophe. Après la catastrophe. Qui a connu plusieurs pertes en vie. Badjika Ahidjo a suivi. Et moi, j'ai compris que le Nord avait perdu le pouvoir, mais Badjika Ahidjo n'a pas perdu le Nord. Et le Nord, il a le soutien du Nord. Et c'est une des raisons pour lesquelles le président Biya se porte candidat. Parce qu'imaginez un seul instant qu'il y ait une candidature de Franck Biya et une candidature de Badjika Ahidjo. Et comme Badjika Ahidjo n'a pas perdu le Nord, et le RDPC, il est quand même un militant du RDPC. Vous voyez un peu. Alors, le clan Biya
compte beaucoup sur l'électorat du Grand Nord. Imaginez donc Franck Biya, Badjika Ijo en train de se battre pour le Grand Nord. Je crois que on n'a pas besoin de caricaturer davantage. Le choix est clair. Donc le destin du Cameroun pourrait effectivement changer s'il y avait une affrontation entre les deux fils des partenaires. Donc c'est deux personnes qui ont donné du fil à retordre au président Biya et il a fini par faire le choix pragmatique, c'est-à-dire celui de sa candidature en tenant compte de ce que Amadou Ali avait déjà dit. Le Grand Nord sera disposé à accompagner le président Biya autant de fois qu'il voudra et n'acceptera ni un Bamileke, ni un boulot, encore moins l'office, fermez les guillemets, Amadou Ali. Alors pour finir, 2024, vous, dans la perspective, comment voyez-vous cette année? Techniquement, nous sommes, si on respecte le calendrier électoral, de l'année préélectorale, donc serait-ce une année animée, serait-ce une année, je fais une image, de calme avant la tempête, le cœur de la mer qui se retire avant le tsunami. Vous, pour 2024, vous vous dites? Non, je crois que le président Biya a fait le choix de... les gens le disent souvent, sous cap. Le président a fait le choix de mourir au pouvoir. Donc, 2024, il aura 93 ans, quelque chose comme ça. 93 ans. 2025, il aura quel âge? Non, il aura 92 ans. 92 ans. Parce que nous sommes en 2003, voilà. Il aura 91 ans. 92 ans. 91, pardon. 91 ans. Donc, vous savez, entre 91 ans et 93 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Et entre-temps, je crois que le président va faire le choix d'anticiper l'élection présidentielle et puis passer 2 ou 3 ans pour sauver un peu ce qui peut être sauvé. Vous savez, si le président venait à quitter le pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retiendra? Absolument rien. Le bilan est négatif. D'accord. Non, laissez-moi terminer. Le bilan est hautement négatif. Donc s'il peut en 2 ans rattraper quelque chose, il va pouvoir le faire. 41 Quand ans, vous prenez la démocratie au Cameroun est malade. Autant d'arrestations pour délit d'opinion. Vous prenez le levier économique, il a dit qu'il aura laissé la prospérité. On en est très éloigné. Si vous prenez le domaine de la paix, le Cameroun est en guerre. Dans le Nozo, dans le nord contre Boko Haram, tout ce que vous pouvez prendre. Et maintenant, au niveau même du développement, regardez la capitale, les routes d'une capitale. Si le président Macky Sall quitte le pouvoir aujourd'hui, 10 ans après, il aura légué un métro et une infrastructure sportive des plus modernes au monde. Si le président Kagame quittait le pouvoir aujourd'hui, 20 ans après, vous avez vu comment il a modernisé la capitale. Si Obiangema quitte le pouvoir, il aura légué une capitale des plus modernes au monde, Malabo 2. Vous voyez, au Congo, ainsi de suite. Si vous regardez seulement les routes de la capitale, je crois que quand on a un peu d'amour pour le pays qui vous a tout donné, quand on a un peu d'amour pour les hommes qui vous ont servi pendant 41 ans, il faut savoir rendre le tablier. D'accord. Saint-Ola Bido, merci. C'est moi qui vous remercie pour l'exercice pas facile. Parce qu'il est déjà tellement difficile de faire le bilan de ce qui s'est passé. Mais je voudrais quand même dire à mes compatriotes que en 2025, je serai candidat
à la présidence de la République. Même si on me donne 2 ans, il me sera difficile de faire moins bien que le président Biya et tout le reste. Vous avez déjà votre thème de campagne. Merci. On aurait pu parler également de votre vie de journaliste parce que vous êtes directeur de publication. Malheureusement, le temps ne nous le permet pas. On aura certainement l'occasion de vous avoir sur d'autres espaces sur cette chaîne. Le journal, il marche bien. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de sponsors à cause de notre ligne éditoriale, mais on a fait le choix de dire la vérité et on ne peut pas s'en détacher. Dans un passé tout récent, là, vous disiez avoir été agressé, attaqué. Tout à fait. Ça fait partie de ce que j'appelle les représailles. On est venu, on a tué mes 2 chiens et le monsieur était dans ma concession cagoulé. Et il s'est enfui quand on l'a identifié. Et ce n'est pas la première fois. C'est pas un vulgaire bandit? Non. La première fois, j'avais fait une émission sur un plateau concurrent quand on avait arrêté le professeur Maurice Kamto pour la première fois. Et j'ai déclaré sur le plateau que si j'avais été ministre de l'administration territoriale, je l'aurais fait depuis, je l'aurais arrêté depuis. On m'a envoyé un message, attendez vos représailles. Le même soir, on cassait mon véhicule devant ma maison. On cassait mon véhicule et on tirait à l'arme lourde sur les vitres de ma maison. Et une autre fois, j'étais sur un plateau concurrent. Un colonel en fonction a appelé. C'était une émission interactive. Il a dit, si Saint-Éloi continue à parler de tel en ces termes, il sera froidement abattu d'une balle dans la tête devant son portail. J'ai écrit au MINEF, j'ai écrit au CED, j'ai écrit au DGSN, j'ai écrit à Paul Biya lui-même, j'ai écrit et rien n'y a fait. Merci Saint-Éloi. Bon retour sur Yaoundé en toute sécurité. On sait que vous y arriverez sans crainte. De toutes les façons, j'ai déjà, comme dirait Timevuna, j'ai déjà acheté mon cercueil. Sauf à me faire taire à jamais, je continuerai à leur dire ce qui doit être dit. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi d'avance. Nous vous souhaitons un excellent début de semaine. Bonsoir.